Dans le cadre de la gestion de la mémoire en C, je vais parler dans cette vidéo des variables et des pointeurs. J'utilise également un processeur qui exploite une mémoire organisée en mots de 32 bits. Chacun de ces mots a une adresse qui est indiquée à gauche. À gauche de la représentation de la mémoire, on voit un morceau de code source. Il s'agit de déclarations en C. Pour bien différencier ces deux éléments, il faut comprendre que le code source est ce qui est écrit par nous autres êtres humains, que nous allons le fournir au compilateur, et que c'est ce compilateur qui est responsable de décider à quel endroit de la mémoire vont exister les différentes variables et pointeurs que j'ai déclarés ici. Donc ceci va constituer ce qu'on appelle le programme exécutable. Alors, passons en revue ces différentes déclarations. Elles sont toutes sur le même modèle. On rencontre tout d'abord sur la gauche le type de chacun des éléments déclarés. En particulier, ici, il s'agit de type de base, char étant un caractère alphanumérique. À la suite du type, on va rencontrer l'identificateur. Ici, nous avons l'identificateur A pour une variable de type char et qui est immédiatement initialisé avec une certaine valeur, un caractère ici, G majuscule. À la suite de quoi, nous avons un second caractère B, également initialisé avec un autre caractère alphanumérique. Ce type de base char occupe en mémoire un octet. Et donc, le résultat de la compilation installerait ici la variable A à l'adresse 4 et immédiatement à la suite la variable B à l'adresse 5. Nous voyons ici des valeurs hexadécimales qui sont en fait l'expression du motif binaire qui est contenu dans cette mémoire. Ce motif binaire, je le représente donc en hexadécimal par facilité. Nous allons chercher à nous affranchir de cette représentation de la mémoire qui, je le rappelle, est le résultat d'un processus de compilation. Au moment où nous écrivons le code source, nous n'avons aucune idée où seront installées ces variables. À la place, nous allons adopter une représentation graphique plus générale qui exploite des boîtes et des flèches. Par exemple, pour A, je vais représenter la boîte. À l'intérieur de cette boîte, la valeur de A, donc initialisée avec G majuscule. De même pour B, une boîte, et à l'intérieur, son contenu, la lettre H majuscule. Voilà pour ces premières variables. Et maintenant, passons à la ligne suivante dans la déclaration. Et là, je voudrais faire apparaître que le type de la variable suivante est constitué de deux éléments. On retrouve un type de base à gauche, qui est le type caractère alphanumérique, suivi d'un symbole, l'étoile, qui indique au compilateur que la variable P1, sa nature, c'est d'être l'adresse d'un caractère. C'est ce qu'on appelle un pointeur. On peut se poser la question de quelle taille mémoire occupe un pointeur. Par facilité, ici, j'ai représenté des adresses sur un seul octet. Mais dans le cas général d'une machine 32 bits, les adresses sont représentées sur 4 octets. Donc notre pointeur va occuper 4 octets. Poursuivons l'examen de la déclaration de ce pointeur. Nous avons donc vu son type, son nom qui est P1, et nous voyons à la suite une expression dans laquelle apparaît le nom de la variable alphanumérique B, précédé d'un opérateur. C'est un opérateur, le et commercial, qui permet de calculer l'adresse de B. Et donc, par cette opération, nous obtenons l'adresse de la variable B qui sert à initialiser notre pointeur. Chose que je vais représenter graphiquement comme ceci. P1, nom de la variable, une boîte contenant la valeur de P1. En fait, je ne vais pas me préoccuper de cette valeur explicite. Je vais simplement indiquer que du fait de cette initialisation, P1 a obtenu l'adresse de B. Et je vais donc dire P1 pointe sur B. Le lien de P1 vers B suffit pour comprendre le fonctionnement du programme. La connaissance de l'adresse mémorisée dans P n'est pas nécessaire. Mais comme c'est vous, et puisqu'on a le dessin de la mémoire sous les yeux, on va quand même examiner quelle est la valeur correspondante qui a été affectée à P1 dans notre dessin de la mémoire. Pour cela, nous avons besoin de regarder à quel endroit de la mémoire la variable B a été installée. Donc, la toute première variable installée est la variable A, qui est à l'adresse 4. Immédiatement après, on trouve la variable B, elle va donc être à l'adresse 5. C'est cette valeur 5 qui sert donc à initialiser le pointeur P1, chose qui est représentée ici en vis-à-vis de la déclaration de cette variable. Poursuivons l'examen des déclarations. On trouve à la suite de notre pointeur deux variables entières, donc avec le type int, n et m. N est initialisé avec -1, le motif correspondant est particulier et vous en trouverez l'explication dans une autre vidéo. M est initialisé avec 3. Immédiatement après, on retrouve une déclaration qui ressemble à celle du pointeur P1. Effectivement, P2 est aussi un pointeur, mais cette fois, il s'agit d'un pointeur
sur un entier. Donc ceci nous est indiqué dans la déclaration. On voit que P2 est l'adresse d'un entier et int étant le mot-clé réservé pour désigner un entier. Regardons là aussi avec quoi il est initialisé. Eh bien, de fait, on retrouve l'expression avec l'opérateur de calcul d'adresse qui est appliqué sur une variable entière, n. Ceci est tout à fait cohérent avec la nature de P2 qui est donc l'adresse d'un entier. Graphiquement, cela donne la chose suivante. N a été déclaré et initialisé avec la valeur -1. M a été initialisé avec la valeur 3. Et nous venons de voir que P2, pointeur, a été initialisé avec l'adresse de n. Donc P2 pointe sur n. Enfin, dernière ligne de cet ensemble de déclarations est un peu plus élaborée, mais au fond, il suffit d'appliquer le même raisonnement que précédemment. Nous allons décomposer cette déclaration de la manière suivante pour faire apparaître dans le type de cette nouvelle variable pp le fait que ça mémorise une adresse. Mais l'adresse de quoi? Eh bien, l'adresse de quelque chose qui lui-même mémorise l'adresse d'un entier. Donc c'est l'adresse d'un pointeur sur un entier. Et son initialisation est tout à fait cohérente avec la nature de pp. On reconnaît l'opérateur de calcul d'adresse qui est appliqué à P2, P2 étant un pointeur sur un entier. Donc graphiquement, ceci va donner pp, et là, j'indique qu'il pointe sur P2, puisqu'il est initialisé avec l'adresse de P2. C'est un pointeur, donc il mémorise aussi une adresse et donc occupe 4 octets en mémoire. Si on se reporte sur notre dessin de la mémoire, eh bien, nous allons voir que P2 a été initialisé avec l'adresse de n. Or, n a été installé en mémoire à l'adresse C. C'est donc cette adresse qu'on retrouve ici dans l'espace mémoire réservé pour P2. Et enfin, pp a été initialisé avec l'adresse de P2, que voici. Et c'est cette même adresse qui est initialisée dans l'espace mémoire réservé pour pp. Donc nous revoyons ici en haut la partie résultant des initialisations et je vais rapidement reprendre le dessin correspondant. Donc nous allons commencer par examiner une première instruction qui suit la partie des déclarations. Cette instruction porte sur l'exploitation du pointeur P1 que nous avons vu tout à l'heure. Or, nous avons vu que P1 pointe sur B. Ça résulte de son initialisation avec l'adresse de B. Et lorsqu'on applique l'opérateur d'indirection sur ce pointeur, à la suite de cette déclaration, l'expression étoile P1 est en fait équivalente à B. On dit qu'on fait une indirection sur le pointeur P1. On peut également reformuler ça en disant que étoile P1 est l'entité pointée. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre instruction? Si étoile P1 est l'entité pointée, donc je peux remplacer ici étoile P1 par l'entité pointée elle-même, c'est-à-dire B. Et voici l'instruction équivalente qui est en fait exécutée. C'est comme si nous faisions B égale A. Donc, je vais exécuter cette instruction qui consiste à donner la valeur de A à la variable B. Nous allons éditer le contenu de la mémoire. Donc, B prend la valeur de A. Au lieu d'avoir son ancienne valeur, celle-ci est effacée et maintenant, elle récupère la valeur de A. En mémoire, cela donnerait changement du code ASCII puisque ici, vous voyez de l'hexadécimal et c'est donc la valeur hexadécimale de ces mêmes caractères. Je vais appliquer maintenant le même raisonnement avec mes autres pointeurs. Nous rencontrons ici une expression qui met en jeu le pointeur P2. Alors dessinons tout d'abord la situation initiale. Nous avions n, m, P2 qui pointait sur n et pp qui pointe sur P2. Pour l'instant, on s'intéresse à P2. P2 pointe sur n, donc étoile P2 est n. Je peux tout à fait remplacer dans l'instruction chaque expression étoile P2 par n. C'est comme si nous avions la simple instruction suivante, n égale n plus 1. n étant initialisé avec -1, -1 plus 1 donne 0, et donc nous allons avoir une nouvelle valeur, cette valeur de 0 affectée à n, grâce au pointeur P2. Et ce qui donne en mémoire un nouveau motif binaire qui est la valeur de 0, donc avec des zéros partout. Si maintenant je poursuis et j'examine l'instruction suivante, je vois cette fois une indirection sur le pointeur pp. Je sais que pp pointe sur p2, donc étoile pp est équivalent à p2. C'est comme si je modifiais p2 grâce à pp. Et qu'est-ce que je donne comme nouvelle valeur à p2? Eh bien, je donne l'adresse d'une variable entière. Cette variable est m. Quelle est son adresse? La voici. Je vais donc modifier la variable pointée par P2. Au lieu que ce soit n, c'est maintenant m. Donc au niveau de ma représentation graphique, je n'ai plus cette flèche qui va de P2 vers n, mais une flèche qui va de P2 vers n. Et en mémoire, au lieu d'avoir l'adresse C, j'ai l'adresse de la variable
m. Cette adresse de la variable m, c'est 10, 1, 0. Enfin, dernière instruction qui a l'air un peu plus élaborée, mais au fond, il s'agit du même mécanisme appliqué en 2 étapes. Je vais l'indiquer immédiatement en dessous. Première étape, examinons la sous-expression étoile pp. Nous avons vu antérieurement que pp pointe sur p2, donc étoile pp peut être remplacé par p2, sur lequel j'applique à nouveau l'opérateur d'indirection. Je sais maintenant que à la suite de cette instruction, p2 maintenant pointe sur m, et donc je vais remplacer étoile p2 par m, et l'instruction consiste à affecter la valeur 9 à m. Donc à la suite de cette double indirection, nous allons par l'intermédiaire du pointeur pp modifier la valeur de la variable entière m, qui maintenant vaut 9. Et en mémoire, voici le nouvel état de cette variable m. Voici une illustration des déclarations et de l'usage des pointeurs avec l'opérateur d'indirection. A priori, ces exemples n'ont pas une utilité fantastique puisque le pointeur et les variables pointées existent dans la même portée. Nous verrons que les pointeurs sont essentiellement utiles lorsqu'on exploite des fonctions, ce qui fait l'objet d'une autre vidéo.